Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de Rachida Dati et de l'Algérie. Vous allez me dire, Samir, tu parles à chacune de tes vidéos de l'Algérie parce que je suis français et qu'en France, tout est lié à l'Algérie. Comme ce sont tous des voleurs, hein, tu vois, c'est des voleurs à la tire, ce sont des délinquants, ceux qui sont au pouvoir. Il y en a pas un qui a pas une affaire, un procès d'avoir bip une femme ou un enfant, faire partie d'un de ces réseaux, ou d'avoir tapé dans la caisse, ou corruption et ainsi de suite. Ce sont des corrompus, ce sont tous des délinquants. Ils ont besoin de divertir le peuple pour pas qu'on les embête trop tôt, et donc l'Algérie sert à ça. L'Algérie, c'est vraiment le bouc émissaire. Comprenez que dès qu'il y a une vague d'articles sur l'Algérie, sachez qu'il y a un gros scandale qui arrive. Donc bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui d'un phénomène assez récurrent sur la scène politique, médiatique française. C'est presque un réflexe, on pourrait dire. Dès qu'il y a une tension interne, un scandale à Paris, hop, les projecteurs se braquent sur Alger. Oui, bonjour. C'est frappant et c'est pas nouveau, mais ça semble s'accentuer. On pourrait même dire que c'est plus qu'un réflexe, c'est une mécanique en fait. Bien rodée. Une mécanique ? Oui, une mécanique politique, médiatique. L'Algérie, au fond, elle dépasse son rôle de voisin, de partenaire. Elle devient une sorte d'outil, une variable d'ajustement, si vous voulez, pour gérer les crises bien françaises. C'est cette instrumentalisation qu'il faut essayer de décrypter, je crois. Oui, instrumentalisation, le mot est fort. Parce que bon, on pourrait se dire que cette relation France-Algérie, elle est tellement dense, chargée d'histoire, d'émotions, que c'est presque normal, non ? Que tout ce qui se passe en France est un écho là-bas. Est-ce que c'est vraiment une stratégie ? Ou juste, le poids de l'histoire, quoi ? Alors, l'histoire, bien sûr, elle est là. C'est le décor, indispensable. Personne ne le nie. Mais ce qui est troublant, c'est moins l'écho historique que la synchronisation, le timing, si vous préférez. C'est-à-dire ? Regardez, une affaire émerge, mettons, des soupçons de conflit d'intérêts ou des questions sur des contrats de conseil, là, à des centaines de milliers d'euros accordés par des grands groupes à des personnalités politiques pour des missions un peu floues. Oui, on voit de quoi vous parlez. Ou une enquête qui commence à gêner sur des financements politiques. Et là, pouf ! Comme par magie, l'actualité est saturée, tensions diplomatiques avec Alger, débats sur les visas, l'immigration, la mémoire. Donc un contre-feu classique en somme, un écran de fumée pour étouffer l'affaire initiale. C'est plus sophistiqué, je pense. C'est pas juste étouffer, c'est vraiment réorienter l'attention. Détourner le regard, quoi. Ah oui. Détourner le regard des problèmes bien français, la corruption possible, les échecs politiques, vers un autre extérieur, et pas n'importe lequel. L'Algérie, c'est parfait pour ça. Pourquoi parfait ? À cause de cette histoire commune, justement. Ça active tout de suite des émotions fortes, ça réveille des clivages anciens, des blessures mémorielles. Du coup, on déplace le débat sur un terrain beaucoup plus symbolique, émotionnel, et loin des responsabilités concrètes à Paris. D'accord. 2010-2012, à l'époque, Rachida Dati a touché de l'argent d'une filiale de Renault, une filiale néerlandaise. Elle a touché 300 000 euros par an pendant 3 ans, soit un montant de 900 000 euros. Mais elle est en train de nous expliquer que t'as des entreprises comme Peugeot, Renault, des grosses sociétés, et elle vient, elle leur dit, ouais, je vais vous donner des conseils. Tu vois, ça serait bien tu fais ça. Et ok, tenez 300 000 euros. 300 000 euros, dis donc, ça les vaut, hein, dis donc, c'est des sacrés conseils. Est-ce qu'on peut savoir, moi j'ai une question tout simple. Est-ce on peut savoir, ces 3 années où elle a donné des conseils, quels sont ces conseils? Parce que si une entreprise donne à quelqu'un 300 000 euros pour un conseil, déjà ça veut vraiment dire que cette entreprise c'est complètement des teubés, c'est complètement des abrutis, parce que 300 000 euros pour un conseil, est-ce que vous n'êtes pas foutu de trouver vous-même la réponse? Et au-delà de ça, donc c'est que ce conseil a dû rapporter plusieurs millions, on est bien d'accord. Donc est-ce qu'on peut savoir c'est quoi ces conseils? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ils se prennent pour des 1 million, quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la sauce en France, qu'on est un homme politique et qu'on a tapé dans la caisse et qu'on n'est pas bien et que le peuple va nous demander des comptes? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un écrivain, c'est un homme âgé, il est malade, sa place n'est pas en prison. Donc ça, nous l'avons toujours dit, et c'est d'ailleurs toutes les démarches et les échanges qu'on peut avoir évidemment avec l'Algérie. S'agissant de Kamel Daoud, de la même manière. Moi, je regrette que l'Algérie... Donc voilà, Algérie, Boualem Sansal, etc. Et les Français, encore une fois, Boualem Sansal. Oui, mais c'est qui Boualem Sansal? C'est-à-dire que le Français, tu vois, le Français, il est là, c'est-à-dire qu'il est là, t'es vraiment dans le froid. Il a froid, il a pas le droit de mettre du chauffage, il a pas le droit de mettre la clim, il a pas le droit de sortir le soir, il a pas le droit de manger à sa faim, il a pas le droit d'avoir des vacances, il a pas le droit de tomber malade, etc. Tu vois. Et puis
il est là, et puis il y a sa fille de 5 ans qui est là. Papa, pourquoi on n'a pas mangé aujourd'hui? Bébé, écoute chérie, tu sais Boualem Sans, tu connais Boualem Sansal? Non, c'est qui? Je sais pas c'est qui, mais tu vois, tu sais que l'Algérie c'est des méchants. Mais pourquoi l'Algérie c'est des méchants? Je sais pas, mais tu vois, à la télé ils l'ont dit, tu vois, et évite de poser de questions, sinon on va se faire massacrer encore, tu vois. C'est ça, tu vois. Donc maintenant, tu vois, c'est comme ça, c'est-à-dire que le français, il est là, il est tellement teubé, il explique à son enfant de 5 ans pourquoi. Tu vois, mais papa, je suis malade, pourquoi on va pas prendre des médicaments? Écoute, j'ai demandé pourquoi au médecin, il m'a dit Boualem Sansal. Tu vois, mais papa, je comprends pas pourquoi tu dois travailler 22 heures par jour. Chérie, c'est pour Boualem Sansal que je dois travailler 22 heures par jour, tu vois. Mais c'est qui ce Boualem Sansal? Je sais pas, moi, on parle à la télé tout le temps, on me dit Boualem Sansal. En plus, avec ce nom d'arabe, je sais pas, il me semblait pas être français, mais bon, c'est comme ça, tu vois. Hein, c'est incroyable. C'est quand même fou, cette histoire. Donc si je comprends bien, l'Algérie ne serait plus seulement un acteur externe, un pays avec qui on a des relations, mais une pièce du jeu politique français, un peu comme un miroir. Exactement. Un miroir des crises françaises. Et souvent un miroir déformant, utilisé tactiquement, quoi. Déformant. Oui, parce que les élites politiques, économiques, médiatiques, parfois, utilisent cette image de l'Algérie, souvent très simplifiée, voire caricaturale, pour masquer leurs propres failles, leurs propres scandales. Le moindre petit incident, même une simple phrase un peu raide, est monté en épingle. Pas pour sa gravité réelle, donc. Non, pas forcément. Plutôt pour sa capacité à activer cet imaginaire postcolonial, à réorienter le débat sur l'identité, la sécurité. Loin des sujets qui fâchent vraiment en interne. L'Algérie devient une fonction interne du système français, en quelque sorte. C'est une lecture assez glaçante. Quand on repense aux affaires dont vous parliez, l'idée que des soupçons graves sur l'éthique, la corruption, ces fameux contrats de conseil là, puissent être comme ça anesthésiés par une tension soudaine avec Alger, ça interroge quand même. Bah oui, c'est là toute l'efficacité de la chose. Quand une affaire touche à la porosité entre l'État et les grands groupes industriels, quand on parle de, certains appellent ça le réici à scienci, cette rente de situation politique là, oui. Le système a besoin d'une issue de secours. Et le discours sur l'Algérie, la diplomatie difficile, la mémoire, l'immigration, ça offre cet écran parfait. L'attention se déplace, l'indignation change de cible, et l'affaire initiale, elle perd de sa force, elle se noie dans le bruit ambiant. Vous faites aussi un parallèle qui peut sembler un peu audacieux entre cette gestion des scandales aujourd'hui et l'héritage colonial, le passé algérien non soldé. Relier une affaire politico-financière actuelle à la guerre d'Algérie. N'est-ce pas un peu un raccourci sévère? C'est quoi le lien concret? Alors, attention, le lien n'est pas direct, ce n'est pas une cause à effet mécanique. C'est plutôt une sorte de continuité dans les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense? Vérités historiques sur l'action de l'État hier, elle fait écho, je trouve, à la façon dont on gère certaines affaires politico-financières aujourd'hui. C'est une similitude dans les stratégies d'évitement de la reddition de comptes. D'accord. Mais comment ça se voit, concrètement? Parce que ça reste un peu abstrait, là. Regardez la rhétorique. Aujourd'hui, dans certaines affaires, les personnalités mises en cause se disent victimes d'un acharnement. On parle de la complexité des dossiers, de la présomption d'innocence qui est légitime, bien sûr, mais qui sert parfois à cloire le débat sur le fond. La France a nommé les tortures pendant la guerre d'Algérie à ouvrir certaines archives. Ah oui, je vois le parallèle. Dans les deux cas, on retrouve cette résistance à la transparence, cette tendance à minimiser, à complexifier pour éviter la confrontation directe avec la responsabilité, qu'elle soit historique et collective ou individuelle et actuelle. Et la diversion algérienne, elle s'inscrit là-dedans. On crée un front extérieur pour ne pas avoir à régler les comptes internes, qu'ils soient mémoriels ou éthiques. On préfère gérer une crise diplomatique, même si elle est un peu artificielle. Exactement, plutôt qu'une crise de légitimité à la maison. Et tout ça, vous le soulignez, ça arrive dans un contexte où l'influence française est quand même bien bousculée, surtout en Afrique, au Sahel. Utiliser l'Algérie comme ça, de façon presque obsessionnelle, ce ne serait pas aussi une manière de compenser symboliquement ces reculs, de se redonner une image de puissance? Ah mais tout à fait. C'est une dimension essentielle et peut-être de plus en plus. La France perd pied au Mali, au Niger. Sa présence est contestée, son modèle est remis en cause. C'est une crise profonde avec une partie de l'Afrique francophone. Oui, c'est clair. Ajoutez à ça un climat intérieur tendu en France, la défiance envers les institutions. Dans ce double contexte, perte d'influence dehors, fragilité dedans, raviver le feuilleton algérien, ça remplit plusieurs fonctions.
Lesquels, par exemple, au-delà de la diversion dont on parlait? Premièrement, ça permet de projeter l'image d'une France qui compte toujours, qui est sur les grands dossiers géopolitiques, même si c'est hérité du passé. Parler avec Alger, même si c'est tendu, ça montre qu'on est encore dans le grand jeu. D'accord. Une façon de maintenir une posture. Voilà. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus important pour l'opinion française, ça peut masquer l'érosion de l'influence réelle ailleurs, notamment en Afrique. L'Algérie devient une sorte de scène symbolique où la France peut encore essayer de montrer qu'elle négocie, qu'elle tient tête, qu'elle gère des crises, bref, qu'elle est une puissance. Même si cette puissance se fissure ailleurs. Exactement. C'est une gestion de la perception de son propre affaiblissement en se focalisant sur ce partenaire adversaire historique dont le poids symbolique reste énorme en France. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, on voit que l'Algérie, vue comme ça, c'est bien plus qu'un simple partenaire diplomatique. C'est ce miroir dont vous parliez. Peut-être déformant des tensions, des crises internes françaises. Un outil politique, un joker qu'on sort quand ça chauffe à Paris, quoi. C'est ça. C'est la conclusion qui s'impose quand on regarde la répétition du schéma. Le dossier algérien, ce n'est pas juste de la politique étrangère, c'est intégré aux logiques de pouvoir interne. C'est presque un système. Oui, le cycle est quasi prévisible. Scandale interne, potentiellement gênant, menace pour le système ou l'image des dirigeants, saturation médiatique sur l'Algérie, souvent sous un angle conflictuel, le débat public est détourné, la pression retombe. Et les affaires concrètes, ces histoires de contrats de conseil ou autres, ce ne sont que les déclencheurs finalement, les symptômes qui activent ce mécanisme. Souvent, oui, il révèle une faille, une tension, une zone grise, corruption, conflit d'intérêts, et la réponse quasi instinctive du système, c'est de chercher à détourner l'attention. Comment ? En fabriquant ou en amplifiant un conflit extérieur sur un terrain miné émotionnellement. L'Algérie ? Voilà. L'Algérie offre ce recours facile et efficace pour blanchir la tension interne par une crispation externe. On exporte la crise pour mieux la gérer chez soi, en gros. Et ça nous laisse avec une question peut-être plus fondamentale encore. Si l'Algérie sert vraiment de miroir au malaise français, même déformé, qu'est-ce que cette image nous dit de l'état réel de la République aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce que ça révèle de sa capacité ou de son incapacité à regarder en face ses propres problèmes ? Qu'il s'agisse des fantômes du passé colonial ou des dysfonctionnements bien actuels. La question reste posée, je crois.